ravi d'être avec vous pour parler d'un problème d'avenir, un problème qui n'existait pas, ou peu, il y a 2 générations, en tout cas on n'en parlait pas, et qui maintenant devient un énorme problème de société. Euh, le poids des autres est énorme, et pourtant on ne peut pas s'en passer. Le poids des autres, c'est que seul, je n'ai aucune possibilité de devenir moi-même. J'ai besoin des autres pour devenir moi-même. C'est-à-dire que la neuroimagerie photographie aujourd'hui comment un être humain privé d'altérité atrophie son cerveau. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on le photographie, on le mesure. C'est-à-dire que sans les autres, c'est la mort psychique, ce qui ne veut pas dire qu'avec les autres ce soit facile, puisque Jean-Paul Sartre nous a dit que l'enfer c'est les autres, donc sans les autres c'est la mort, avec les autres c'est l'enfer. Débrouillez-vous. Donc, donc ça veut dire que la situation n'est pas facile, elle est inévitable. C'est la condition humaine, je crois même que c'est la condition du vivant. On sait que depuis 40 ans, depuis le prix Nobel d'Hubel et Wiesel en 1981, on sait que la privation d'altérité provoque une atrophie cérébrale. Donc je commence par une connotation fortement biologique pour dire que l'autre c'est beaucoup plus qu'une simple bavardage, beaucoup plus que ça, une simple présence. C'est une stimulation de notre cerveau. Or, ça fait 40 ans qu'on a du mal à faire entrer cette notion dans la culture parce qu'elle fait intervenir une notion de biologie, une notion de psychologie, une notion de sociologie et probablement même une notion de spiritualité. C'est-à-dire que le poids des enfants n'était pas énorme il y a quelques générations, puisque jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on demandait aux enfants d'apprendre à lire, écrire et compter, et puis qu'ils se débrouillent. Les garçons à la mine ou à l'armée, très, très jeunes, ou au champ, les filles, pas à la mine, mais à l'usine, et à la maison, très jeunes aussi, ça suffisait. Or maintenant, le poids des enfants, grâce à nos progrès sociaux, le poids des enfants devient énorme. Maintenant, un jeune est autonome. Il est autonome de plus en plus tôt parce que l'éducation a fait des progrès, mais il est indépendant de plus en plus tard parce que maintenant, il faut acquérir des diplômes et apprendre des métiers de plus en plus complexes. Donc, on sait maintenant que, populationnellement, une fille est indépendante socialement vers 26-27 ans et un garçon vers 28-29 ans. Ça reste entre nous, ça, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire savoir. Hein. Donc ça veut dire que la culture qui passe son temps à changer, eh bien, elle a encore plus changé en 2 générations. Je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Aujourd'hui, je crois que l'an dernier, c'était un peu spécial, mais ça dépasse les 90%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc le poids des enfants est énorme grâce à nos progrès. Le poids des âgés n'existait pas pendant très longtemps parce que la vieillesse vient de naître. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de vieux, ou très peu de vieux. Dans le monde animal, il n'y a pas de vieux. Dès la première défaillance physique ou relationnelle, l'animal est éliminé. Dans notre propre monde humain, il n'y a pas longtemps qu'il y a des vieux. Alors avant, il y avait des vieux chez les 4% d'aristocrates ou de grands bourgeois. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient la même espérance de vie, ou à peu près la même espérance de vie que nous. Mais le peuple, lui, mourait extrêmement jeune. À Toulon, où j'habite, dans la région de Toulon, il y avait le paludisme. Il y avait des métiers d'une violence physique stupéfiante. Le travail était une torture, était une violence physique. La mine, les chantiers navals, la terre, c'était une violence physique extrême. Avec le paludisme, dans le Var, l'espérance de vie des hommes jusqu'à la fin du XIXe siècle était de 35 ans. L'espérance de vie des femmes jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1861, prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans.
J'ai travaillé au Congo avec l'UNICEF. Aujourd'hui, il y a 2 ans, j'y étais. Il y a 2 ans, un très beau pays qui devrait être très riche, en désespoir économique et en désespoir social et culturel à cause des guerres chroniques. Aujourd'hui, au Congo, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans. C'est-à-dire que on voit à quel point la vieillesse dépend de nos progrès éducatifs et socioculturels. Alors, ce phénomène qui est apparu en quelques générations, Bismarck, c'est celui qui a inventé la retraite. Et il avait dit à ses conseillers, écoutez, dites-moi à quel âge il faut mettre la retraite. Alors ses conseillers avaient fait une enquête, bien sûr, économique, et ils avaient dit à Bismarck, voilà, à 65 ans, tout le monde est mort. Bismarck a dit, ça sera l'âge de la retraite. Manque de chance, les progrès socio-éducatifs, comme ça a été dit tout à l'heure, les progrès éducatifs, les progrès culturels, les progrès techniques font que le continent gris est en train de se développer dans des conditions très différentes, c'est-à-dire que maintenant on continue à faire des performances intellectuelles, relationnelles très très longtemps, mais certains parmi nous décrochent et ont besoin d'être aidés. Or, avant, jusqu'au XXe siècle, ce que j'ai connu quand j'étais enfant, les quelques vieux étaient pris en charge par le village. Il y avait le banc des vieux, il y avait le café, et puis quand un vieux était en difficulté, eh bien, il y avait les enfants de la famille d'à côté, ou la femme, ou l'homme qui apportait des aliments. Et les quelques vieux étaient facilement pris en charge par le village. Or, actuellement, le village, maintenant, quand je suis arrivé au monde, il y avait 3 mégapoles. Aujourd'hui, il y en a 28. Donc, j'ai travaillé à Tokyo et à Kyoto. Tokyo, 40 millions d'habitants. On ne sait pas où sont les vieux. Et à Tokyo, il n'y a pas longtemps, il y avait une sorte de vénération des âgés à cause de leur sagesse. Depuis que le sprint socio-culturel occidental est arrivé au Japon, les EHPAD se sont développés. Parce que le poids des vieux est devenu beaucoup trop grand dans une culture du sprint, alors que dans une culture du village, en Afrique, ou ce que j'ai connu quand j'étais enfant, dans une culture de village, le poids des vieux n'était pas très élevé. Or maintenant, ils sont un frein à l'épanouissement de la personne, et pourtant, les enfants, les voisins, ne peuvent pas vivre sans être touchés par ceux qui sont à côté de nous, le continent des vieux qui est en train d'exploser en 2 générations. Or, on voit que ce qui se passe actuellement, c'est non seulement l'augmentation de l'espérance de vie, surtout des femmes, puisque les femmes mourraient à 36 ans jusqu'à Semmelweis, après la prophylaxie de l'accouchement, leur espérance de vie a fortement augmenté. Mais aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, 1 sur 2 sera centenaire. Les garçons ont une espérance de vie un peu moins longue, alors que pendant les siècles précédents, c'était le contraire. Molière a épousé 3 femmes. Freud, le père de Freud, a épousé 3 femmes, d'où Oedipe, puisque Freud croyait que la femme de Jacob, son père, c'était la femme de son frère aîné. Alors, donc, vous comprenez pourquoi il a découvert Oedipe. C'est qu'en fait, Oedipe parlait de lui. Et ce phénomène-là, donc la manière de vivre dans la culture, dans la société, dans notre culture fortement marquée par la technologie, avec ses progrès fantastiques et ses effets secondaires, et puis la manière aussi d'accorder de l'importance aux droits de l'homme, parce que la mort a changé de signification. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre. Alors qu'avant, il n'y a pas longtemps encore, le passage sur Terre, c'était la vallée de larmes entre 2 paradis. Le paradis perdu à cause de la faute d'Adam et Ève, et le paradis à retrouver après notre mort si on avait bien obéi. Ce que je viens de dire là, les jeunes ne savent même pas que ça existait il y a quelques décennies.
Donc c'est maintenant qu'il faut être heureux, c'est maintenant qu'il faut vivre le mieux possible ou le moins mal possible. C'est maintenant, c'est pas avant ni après. Alors ce que je viens de découvrir, c'est que la population des aidants a fortement augmenté elle aussi. Je ne suis pas sûr de ces chiffres, vous les connaissez mieux que moi, ça varie entre 8 millions et 11 millions d'aidants en France, c'est ça. C'est faramineux, j'ai entendu tout à l'heure 165 000 aidants à Lyon. C'est une population, c'est un phénomène de société énorme qui s'est mis en place, on va dire, en 2 générations. Or, ces aidants posent à la fois un problème scientifique, un problème clinique et un problème politique et un problème éthique. Alors, le problème scientifique, c'est que maintenant, les conditions de vie et l'amélioration de notre culture technique et morale font que maintenant, une femme sur 2 peut penser qu'elle deviendra centenaire. Les hommes avaient une espérance de vie beaucoup moins grande il n'y a pas longtemps, mais depuis que les ouvriers ont disparu, l'écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes se rétrécit parce que les ouvriers mouraient. Quand j'étais médecin au chantier naval, il y avait des ouvriers qui tombaient, qui mouraient, qui se tuaient et qui avaient des accidents. Et comme maintenant ce genre de métier a disparu, l'espérance de vie, les hommes meurent avant les femmes, mais l'écart diminue. Donc ça problème aussi, ça pose un problème socio-culturel. Et puis, ça pose un problème aussi médical, puisqu'on l'a vécu avec le virus, la médecine va devenir un mode d'organisation de nos sociétés. Ce que je pense, alors c'est critiqué, il y a beaucoup de gens qui critiquent la dictature médicale. Personnellement, je préfère la dictature médicale à la dictature militaire ou à la dictature de la loi du plus fort. Même s'il y aura des erreurs dans la dictature médicale, c'est sûr. Il y en aura, mais on sera là pour les corriger. Alors, ça pose un problème clinique. C'est qu'à l'université à Toulon, on a fait une enquête à l'hôpital de Toulon sur qui fait un burn-out parmi les soignants. Et on a eu un résultat assez contre-intuitif. C'est que dans les services d'urgence, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, il y a moins de dépression que dans les services chroniques. Et c'est dans les services chroniques qu'on a trouvé le plus de burn-out, surtout dans les services d'âgés, et bien sûr ce qui était facile à comprendre, dans les services de cancérologie pour enfants. Et là, les chiffres dépassent les 50% de médecins et d'infirmières qui dépriment. Or, c'est une usure chronique. Dans les services d'urgence où il y a un stress, il y a des médecins dans la salle ou des infirmières. Après un stress, on a les yeux cernés, on a la bouche sèche, on est crevé, on boit un café, on dort bien, et le lendemain, on est content d'avoir fait son travail. Dans les services chroniques, c'est un traumatisme usant, c'est une usure de l'âme, alors que dans les services urgents, c'est un stress fatigant, mais si on est solidarisé, si on a des rythmes, le répit, on travaille, on stresse, on se repose. La tisanerie dans les hôpitaux, la tisanerie a un rôle très important pour les petits répits, mais c'est aussi pour la relation. C'est qu'après le stress de l'urgence, on se retrouve, on prétend boire un café, et à l'occasion du café, on bavarde, on s'explique. Ah ben tu vois, là, ici, il y a la cortisone, il faut la mettre ici parce que tu as mis trop de temps pour aller la chercher là-bas, donc il faut prévoir. On s'explique en bavardant, on appelle ça la tisanerie. C'est-à-dire c'est hérité du 19e siècle, et ce moment bref de répit a une fonction très importante dans l'organisation agréable et efficace des services d'urgence, où on stresse, où on a les yeux cernés, on a la bouche amère, et on est content de soi. Ce qui n'est pas le cas des services chroniques, où là, on est usé. Et ces traumatismes insidieux, qui sont plus difficiles à voir, sont très usants, plus que les traumatismes suraigus, qui sont faciles à voir et qui traumatisent moins. Or, les aidants, c'est un traumatisme de tous les jours, de toutes les nuits, c'est un traumatisme constant, et surtout, c'est un traumatisme sans répit.
Et ce que j'ai compris ce matin, c'est que le répit, c'est le rythme vital. On a besoin du jour, de la nuit, on a besoin de l'effort et du repos, on a besoin de parler et de se taire, on a même dans la musique, il faut des silences. S'il n'y a pas de silence dans la musique, c'est du bruit. Donc il faut même dans la musique. Donc ça veut dire que ce rythme-là, le jour, la nuit, la systole, la diastole, ce rythme-là, c'est la condition du vivant qu'il va falloir aménager. Je crois que c'est pour ça que vous avez organisé cette réunion, parce qu'il va falloir l'aménager, parce que sinon, on va user les aidants qui vont plonger avec les aidés, et un aidant qui plonge n'aide pas, ne peut plus aider. Comme dans les services hospitaliers, un médecin ou une infirmière dépressive n'améliore pas son efficacité, ne travaille pas mieux. Comme dans les entreprises, c'est la même chose, un employé déprimé diminue son efficacité. Donc je crois qu'il y a un rythme naturel qu'il va falloir découvrir aussi, pour développer pour aménager ce qui va se développer. Il y a aussi un problème public. Est-ce que vraiment on doit aider les aidants dans des grandes institutions? Il y a eu un scandale récent, et pourtant il y a des EHPAD qui font très bien leur travail. De même que quand j'ai travaillé en Roumanie, il y a eu le scandale des enfants abandonnés. 170 000 enfants ont été privés d'altérité à cause d'une pensée politique absurde, Ceausescu, criminelle, qui force les femmes à travailler 14 heures par jour, qui surveille leur linge pour être bien sûr qu'elles mettront au monde le plus d'enfants possible, et qui les force à abandonner ces enfants dans ce qu'il appelle abusivement des orphelinats. Il y a des orphelinats qui font très bien leur travail, même en Roumanie. Il y a des orphelinats qui ont très bien fait leur boulot, mais là, ce que j'ai vu, ce n'était pas des orphelinats. Les enfants étaient entassés, c'était des mouroirs, et quand j'ai demandé des scanners, après la chute du mur, j'ai demandé des scanners, j'étais avec Médecins du Monde, avec Médecins sans frontières, je confonds toujours les deux. Quand j'ai demandé des scanners, j'ai failli me faire assassiner. Tout le monde me disait, mais il faut garder les scanners. Tu vois bien que ces enfants sont des monstres, c'est pas la peine de faire un scanner. Ils ont été abandonnés parce que ce sont des monstres. Ce sont des monstres parce qu'ils ont été abandonnés. Et les quelques scanners que j'ai obtenus montraient tous ce qu'on sait depuis 1981, le prix Nobel Dubel et Wiesel. On sait qu'une carence affective provoque des atrophies cérébrales localisées qu'on sait très bien photographier. Et on sait très bien aussi comment, en aménageant l'entourage de ces enfants, on provoque une résilience neuronale, qui, contrairement à ce qu'on a envie de croire, est la plus facile à déclencher. C'est-à-dire que dès que l'environnement est structuré et organisé, en 24-48 heures, le cerveau recommence sa construction, la sécrétion des neurohormones se met en place en 24-48 heures, les électroencéphalogrammes se remettent en place en 1 ou 2 nuits. C'est-à-dire que c'est totalement contre-intuitif. Mais, et surtout, la nouvelle méthode, c'est qu'on nous apprenait que cet enfant se développe mal, cette personne âgée commence à délirer ou à être confuse, il faut chercher dans son cerveau ce qui ne va pas. Donc là, il y avait un choix épistémologique absurde qui vient du dualisme de notre représentation, le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Or maintenant, on sait que quand un enfant se développe mal, quand une personne âgée devient confuse, il faut chercher parfois dans son organisme, et souvent autour de l'enfant, autour de la personne âgée, une défaillance sociale du quartier ou de la culture, et en agissant sur l'alentour, on permet la reprise du développement de l'enfant ou de la personne âgée, c'est-à-dire de 2 moments en vulnérabilité, même si toute notre vie, on n'échappe pas à la vulnérabilité, mais on n'y échappe pas, mais on n'y est pas soumis. On peut en faire quelque chose. Et notamment, la vulnérabilité est associée à la créativité, le manque est associé à la créativité. C'est-à-dire que quand on avait fait une enquête c'est une vieille enquête de Resnick, sur pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'orphelins parmi les écrivains, c'est qu'au XIXe siècle,
il y a eu un catalogue d'écrivains énorme, et actuellement, on retrouve parmi ces orphelins, on les retrouve dans les milieux du cinéma, de la littérature. Parce que le manque contraint à la créativité, ce qui ne veut pas dire que la créativité contraigne au manque. Tous les mammifères sont des vaches, toutes les vaches sont des mammifères, ça ne veut pas dire que tous les mammifères sont des vaches. C'est-à-dire que quand on est en situation de manque, la créativité est un facteur de résilience précieux, mais on peut très bien avoir un développement heureux et être créatif quand même. Et puis ça pose aussi un problème financier et un problème éthique. Pourrait-on se permettre de ne pas aider? Alors, ce pacte de solidarité est nécessaire et inévitable, mais c'est un poids très lourd. On sait que plus on est proche de l'aider, plus il y a moins de disparité. Mais plus on s'éloigne de l'aider, plus la disparité est grande et plus les femmes deviennent de plus en plus abondantes dans les métiers d'aide. Mais c'est pareil en médecine. Alors en psychologie, n'en parlons pas. Je ne sais même pas s'il y a 10% de garçons en médecine. Enfin, un peu plus. Enfin, mais en médecine, la plupart des filles qui s'inscrivent en médecine ont eu un bac sciences avec mention très bien. C'est-à-dire qu'elles auraient pu tenter l'aventure des grandes écoles. Or, elles s'inscrivent en médecine. C'est-à-dire que les femmes ont un intérêt pour les métiers du soin, ce qu'on ne va pas leur reprocher. Donc c'est pas le corps ou l'âme, c'est la séparation qui nous permettait une pensée paresseuse. C'est pas le corps ou l'âme, c'est que un système est interactif. Le corps dans un milieu affectif, lui-même dans un quartier, et dans une culture avec une échelle de valeurs. Alors, ce pacte de solidarité est lourd et inévitable. Si j'aide, je me mets en situation de surmenage, je me mets en situation d'usure de l'âme si je ne mets pas en place un répit, des moments où je peux me reconstituer, parce que ça c'est le rythme naturel de la vie. Donc si j'aide, je me mets sur le tapis roulant du burn-out, de la dépression d'épuisement. Je m'y mets, parce que si je ne respecte pas le pacte de solidarité, je peux très bien me dire elle se débrouille, c'est mon fils, c'est mon père, c'est ma mère, qu'elle se débrouille, elle commence son Alzheimer, mon fils a une infirmité ou une encéphalopathie, qu'il se débrouille. Il y a très peu de gens, très peu qui font ce choix. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, quand on fait le choix de ne pas respecter la solidarité, au fond de soi, la honte et la culpabilité se développent insidieusement, et quand la culpabilité se développe, on voit des comportements d'autopunition, pas toujours conscients, et notamment des comportements d'échec beaucoup plus fréquents que ce qu'on croit. Donc quand un de nos proches est en situation d'être aidé, on a un choix difficile, ou bien on les aide, et s'il n'y a pas de répit, on se met volontairement sur le tapis roulant de la dépression, de l'usure de l'âme, ou bien on ne les aide pas et on se met soi-même sur le tapis roulant de la culpabilité et des comportements autopunitifs inconscients. Donc je retrouve la proposition du début de mon exposé, c'est que sans l'autre on meurt, avec l'autre c'est l'enfer. Alors, on voit aussi ce pacte de génération implique des transactions, et notamment ces transactions, elles sont fortement émotionnelles. Or, on sait maintenant, les sociologues depuis Durkheim, depuis Lebrun, nous ont montré à quel point il y a des contagions d'émotions. On sait par exemple depuis Durkheim, on sait que lorsqu'il y a une désorganisation sociale, il y a un pic de suicide, ce qui a été confirmé par la désorganisation sociale de ces 2 dernières années, où il y a eu un pic de suicide, un pic de dépression. Mais avec Philippe Courtet à Montpellier, on a montré que quand il y a une désorganisation sociale, en effet, il y a un pic de suicide, mais ne se suicident que ceux qui ont été abandonnés affectivement au cours des petites années.
ils ont acquis un facteur de vulnérabilité qui fait qu'au moment de la désorganisation sociale, ils ne tiennent pas le coup, parce qu'ils ont une trace dans leur mémoire, mémoire biologique, mémoire psychologique ou mémoire verbale, ils ont une trace, moi on m'abandonne, et en cas de difficulté, je suis seul. Et si je suis seul, la solution de la mort par suicide arrive facilement en tête. Or, cette contagion émotionnelle se fait de manière neurologique, parce que notre culture tellement individualiste nous a fait croire qu'un individu pouvait être coupé des autres, ce qui est totalement impensable. Un individu ne peut s'individualiser qu'au milieu des autres. Le paradoxe que je proposais tout à l'heure, je ne peux devenir moi-même que s'il y a des autres autour de moi. Or, on voit ce paradoxe-là maintenant neurologiquement, on sait l'expliquer. C'est que c'est les neurones miroirs. On a invité Risolati, qui a découvert ça à Parme, et il nous a montré des documents absolument stupéfiants, où on voit comment, quand on voit, il met une casserole autour de la tête d'un Kobe, généralement c'est un médecin, et qui sert de Kobe. Est-ce que tu veux mettre ta tête dans la résonance magnétique nucléaire? On lui met la grosse casserole autour de la tête, et on lui dit, regarde ce qui se passe autour de toi. Et puis, autour de lui, on voit un collègue ou un compère qui tend la main vers un sandwich ou vers un verre de vin. Généralement, il tend la main vers un sandwich vers 13 heures. Et, et on voit, sans aucune difficulté, on voit la frontale ascendante du gars. Le gars bouge, il tend la main vers le sandwich, donc c'est sa frontale ascendante gauche qui consomme, qui dégage de l'énergie, qui dégrade du sucre, des lipides pour que commander à la main droite, puis pour attraper le sandwich, et on voit que le cerveau du gars qui observe augmente le dégagement d'énergie dans la frontale ascendante gauche, comme s'il se préparait à faire le même geste. Et il se prépare physiologiquement à faire le geste qu'il voit et qui est un geste signifiant pour lui. Ce qui explique par exemple que quand on voit quelqu'un vomir, l'insula, qui est une zone précise du lobe temporal gauche, dégage de l'énergie. Or, quand il y a une tumeur, quand il y a une maladie qui stimule l'insula, les gens ne peuvent plus s'arrêter de vomir, mais il suffit de voir quelqu'un vomir pour que notre insula dégage de l'énergie et que nous-mêmes, on ait envie de vomir. Nos cerveaux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que j'ai intérêt à ce que ce que j'aime aille le mieux possible, le moins mal possible, pour que je me sente bien, pour que je me sente moins mal. Et ça explique le choix difficile. Si j'abandonne, je me punis. Si j'abandonne pas, je m'use. Donc, maintenant, on a donc une explication neurologique parce qu'on fonctionne ensemble, on vit ensemble et on a intérêt à améliorer ou en tout cas aider nos proches. Aider nos proches, c'est s'aider nous-mêmes, mais ça peut coûter cher. Ça coûte généralement très cher. Mais si on ne veut pas payer le prix, ça coûtera encore plus cher. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que les liens sont nouveaux. Maintenant, l'individualisme est une valeur de notre culture pour l'instant. Les gens âgés diminuent certaines performances, mais améliorent d'autres performances. Ils diminuent les performances d'apprentissage nouveaux. En revanche, ils améliorent les performances d'apprentissage anciens. C'est-à-dire que là où ils étaient compétents, avec l'âge, ils deviennent encore plus compétents parce qu'ils sont hyper entraînés, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont l'expérience les a façonnés. En revanche, il ne faut pas leur demander d'apprendre une langue nouvelle. Un bébé apprend une langue nouvelle au cours de la 3e année, sans livre, sans école, sans professeur. En 10 mois, il parle la langue maternelle au corps à corps avec sa mère. Alors que cette performance intellectuelle que tous nos bébés font du 20e au 30e mois, moi ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. Alors que si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais en 10 mois. donc ça veut dire qu'avec l'âge, la mémoire de travail commence à s'altérer.
certes, mais en revanche, la mémoire qui a été sculptée par notre expérience s'améliore et continue même à s'améliorer. Et on voit que les gens qui font des études sur le tard ont une mémoire de travail beaucoup moins vive que les jeunes, et pourtant ils ont des résultats scolaires souvent meilleurs que les jeunes, parce qu'ils s'organisent mieux, parce qu'ils planifient mieux, et que finalement, avec une autre mémoire, ils obtiennent quand même de bons résultats, ils continuent quand même à progresser. Donc, mais si, en plus, on voit que si on abandonne les gens en cours de vie, il y a ce que dans le groupe où participait Gérard, qu'on avait appelé, j'avais proposé qu'on appelle ça l'effet palimpseste. C'est juste, c'est-à-dire j'avais trouvé ça dans Baudelaire, qui est un grand neurologue, et Baudelaire disait l'effet palimpseste, c'est imprégné dans un parchemin, et puis la pluie, le temps font disparaître l'écriture, et on croit que c'est oublié. Pas du tout, c'est pas oublié, c'est imprégné profondément, et quand les couches superficielles s'effacent, on voit réapparaître la première empreinte. L'effet palimpseste, ce qu'on voit chez les personnes âgées, qui se rappellent étonnamment bien les noms des classes de leurs petits copains quand ils étaient à l'école à l'âge de 8 ans ou 10 ans, et qui ont oublié la visite de leurs petits-enfants la semaine précédente ou le mois précédent. Ils ont gardé, et on voit même ressurgir les problèmes enfouis qui n'ont pas été travaillés, c'est-à-dire qui n'ont pas été élaborés. J'habite à La Seyne, près de Toulon, qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le sabordage de la flotte par les Français, qui ont sabordé leur propre flotte pour ne pas avoir à se mettre au service du gouvernement de Vichy. Il y a eu l'occupation italienne qui a été bon enfant. Ils avaient tous des cousins à Toulon. Donc il n'y avait pas de problème. Il y a eu l'occupation allemande qui, alors là, a été beaucoup plus sévère. Et puis surtout, il y a eu les bombardements américains qui ont détruit le port et la ville. Et ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en faire un récit, parce que les Américains étaient nos libérateurs. Et on ne peut pas dire qu'ils ont tué 60 000 personnes. On ne peut pas le dire, parce que c'était nos libérateurs. Donc ce qu'on voit réapparaître maintenant chez les gens âgés, c'est que tout ce qui n'avait pas pu être dit est resté imprégné, comme dans le palimpseste, imprégné dans le cerveau. Ce n'est pas une métaphore. On voit les traces de l'empreinte des circuits cérébraux, on les voit, on les photographie. Eh bien, c'est resté imprégné, mais ça n'a pas pu être élaboré. On ne pouvait pas dire ces choses-là. Le résultat, c'est qu'on voit des gens âgés qui maintenant, je pense à une dame qui était en train de bavarder avec sa fille, et puis la dame âgée dit « T'entends ?» La fille dit « T'entends quoi ?»« Non, j'entends rien. »« Écoute. T'entends ? Ils sont là. » »« Mais qui est là ? » ?»« Les Allemands, ils sont en train de monter. » La fille dit « Mais maman, ça fait 60 ans que la guerre est finie. »« Non, je les entends. » Parce que ce qui n'a pas été élaboré n'a pas été effacé. Et quand la mémoire âgée, elle, s'efface, l'empreinte première ressurgit. Comme si, et les gens disent, j'en souffre aujourd'hui comme si ça venait d'arriver. Les traumas qui n'ont pas été élaborés, c'est la phrase qu'on entend régulièrement. J'en souffre aujourd'hui, j'en souffre comme si ça venait d'arriver. Parce que dès l'instant où on fait le travail de la parole individuelle, parole dans la famille, parole dans le quartier, parole dans les récits culturels, quand on fait le travail, l'élaboration de la parole, on ajoute la mémoire de ce qu'on a dit à la mémoire du fait. Donc on modifie la représentation du fait. C'est-à-dire qu'on change la mémoire et on est moins prisonnier du passé. Et on voit que dans les populations d'âgés qui ont connu des traumas, des guerres, mais qui ont pu en parler, ou l'écrire, ou rentrer dans une association, ou en faire un engagement politique, enfin chacun se débrouille avec ce qu'il sait faire, eh bien on voit que dans cette population, l'effet palimpseste n'existe pratiquement pas, parce qu'il a été remanié par l'élaboration. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Mais la culture ne cesse de changer. Actuellement, la signification de la mort, tout à l'heure je parlais de la signification de la vie des femmes, qui n'avait pas de valeur quand elles mouraient à 36 ans après 13 grossesses, dont 4 adultes,
13 grossesses pour faire 4 adultes, tellement la mort des enfants était la règle. Parce qu'on n'avait pas inventé l'hygiène, parce que l'hygiène a été inventée très tard. Hein, je parlais, Pasteur est arrivé très tard, il est encore combattu, et puis même on l'a vu avec le virus, hein, ça aussi c'est encore combattu. Mais la mort passe son temps à changer de signification. Chez Néandertal, on a retrouvé des sépultures. Donc ça veut dire que Néandertal, on a la preuve matérielle que Néandertal avait un accès à l'au-delà, à la spiritualité. S'il fait une sépulture, et sinon il aurait laissé le corps pourrir par terre, il n'aurait pas fait de sépulture. Ou alors il aurait fait ce qui a existé, l'anthropophagie, ce qui a existé, qui a continué à exister, qui existe encore, paraît-il. Donc ça veut dire que dès l'instant où on fait une sépulture, on fournit la preuve matérielle avec des armes, avec des objets, avec des pierres, avec des cailloux colorés. On fournit la preuve qu'on pense l'au-delà. Donc on a accès à la spiritualité. Et puis on voit qu'en Égypte aussi, on voit les sculptures qui montrent que la mort c'était un passage, c'était pas une vraie mort. Les chrétiens ont repris ça abondamment, mais à Pompéi, il n'y a pas d'au-delà. À Pompéi, ce qui symbolise la mort, ce qui représente la mort, c'est un bateau dont les voiles sont déchirées. C'est un char dont les roues sont cassées. Le voyage sur Terre est arrêté. C'est fini, il n'y a pas d'au-delà, c'est fini, c'est pas grave. Et puis, il y a d'autres cultures dans la France, dans la Franque médiévale, la mort donnée était valorisée. C'est-à-dire que les hommes qui donnaient la mort étaient des héros, et donc ça a impliqué qu'ils acceptaient de recevoir la mort. Et on voit sur les monuments aux morts de la guerre de 14-18, c'est des garçons qui n'avaient pas le droit de vote. C'est des adolescents qu'on a envoyés se faire tuer, sans aucune culpabilité. C'est-à-dire qu'on a envoyé à la mort 1,5 million d'adolescents sans aucune culpabilité. Il suffisait de les héroïser. On voit que les rituels du deuil sont extrêmement variables selon les cultures. À Ravenne, on a trouvé une inscription disant qu'il était interdit de pleurer à l'église, parce que probablement les femmes les femmes pleuraient tellement fort pour montrer qu'elles étaient malheureuses, parce qu'il y a encore des cultures où il faut pleurer à la mort pour montrer qu'on est malheureux. Si on est malheureux, ça veut dire qu'on reconnaît l'importance de la déchirure, l'importance de l'arrachement. Et les femmes pleuraient si fort qu'elles empêchaient le curé de faire la cérémonie. Donc il a fallu faire passer une loi pour interdire aux femmes de pleurer, pour qu'on puisse entendre la parole du prêtre. Or, quand j'étais enfant, des corbillards avec des chevaux noirs passaient dans les rues, et autour de moi, je voyais les adultes faire le signe de croix. Ça a complètement disparu. C'est-à-dire que la mort héroïque, elle existe encore, et actuellement, avec ce qui se passe, on est en train d'héroïser la mort des Ukrainiens. Donc, on est en train aussi de changer le rituel. Le virus a changé les rituels. Or, il n'y a pas de culture sans rituel du deuil, parce qu'on ne peut pas laisser pourrir par terre le corps d'un quelqu'un qui n'est mort que dans le réel. Elle n'est morte que dans le réel. Dans ma mémoire, dans mon affection, il vit encore. Donc, c'est pour ça qu'on souffre au moment d'un deuil. C'est que cette personne-là nous déchire quand elle meurt. Et d'ailleurs, Freud disait, quand les stades du travail du deuil de Freud, on ne les voit plus maintenant. Sidération, on peut le voir encore un peu, mais culpabilité, agression du mort, tu n'as pas le droit de mourir, pourquoi tu nous as fait ça? On l'entend de moins en moins. Et puis, désinvestissement, on ne le voit plus non plus. Les gens continuent à investir le mort longtemps après sa disparition. On en parle, on met des photos, on écrit des livres, parce que maintenant, on peut faire des livres avec un imprimeur. On le fait vivre encore dans notre mémoire, parce qu'on aime encore quelqu'un qui n'est mort que dans le réel.
Donc le travail du deuil, décrit par Freud, parce que les gens mouraient jeunes, un enfant sur deux, à l'époque de Freud, un enfant sur deux mourait dans les petites années, les femmes mouraient très jeunes. Le père Jacob Freud, le père de Freud, a eu 3 femmes, et comme beaucoup d'hommes, comme Molière, comme beaucoup d'hommes. Et donc, maintenant, c'est pas la mort qui brise les couples. Hein. On change de partenaire, mais c'est plus la mort. Donc, ça veut dire que la mort passe, et la pandémie de ces 2 dernières années a complètement empêché les rituels du deuil, et on voit que beaucoup de gens sont honteux de ne pas avoir pu faire un rituel du deuil. On a décidé d'ailleurs de montrer, les gens voyaient passer des sacs derrière des vitres, des sacs blancs de leurs proches, de leur mère, des sacs blancs fermés jusqu'à la tête qui passaient derrière. Et on leur disait, c'est votre père. Qui me dit que c'est mon père ? Alors on a décidé de ne pas fermer le sac, de ne fermer le sac que jusqu'au cou, de façon à ce que la famille puisse voir au moins faire un adieu derrière la vitre, faire un adieu au père ou à la mère qui venait de mourir. C'est-à-dire qu'il a fallu adapter un rituel du deuil à l'agression par le virus actuellement. Et puis, les rituels du deuil actuellement changent, et on voit des repas de deuil qui sont assez gais, où on voit les gens retrouver des familles. Et les Africains faisaient ça depuis longtemps. Il y a une musique triste quand on porte le mort en terre, et quand on rentre chez soi, la musique redevient gaie. Alors nous, on a presque fait le même schéma, c'est-à-dire qu'on pleure. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une amie très chère qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Eh bien, on a beaucoup pleuré, et ensuite on s'est retrouvés entre nous pour dire du bien de cette femme qui venait de nous quitter. On avait besoin de reconnaître qu'elle avait été importante pour nous, et on faisait notre nouveau travail de deuil. Mais ce travail de trépas, qui est un peu différent, c'est que quand quelqu'un accompagne une mère qui met 20 ans à mourir, on ne meurt pas d'Alzheimer, on meurt avec un Alzheimer. Mais on peut accompagner pendant 20 ans une mère qui tous les jours meurt un peu plus. Et j'ai eu des patientes qui, le jour de la mort réelle de leur mère, disaient « En même temps, j'ai eu un chagrin parce que ma mère mourait, et j'ai éprouvé une bouffée de libération parce que ma mère était morte. » Comment supporter ce sentiment ambivalent et elle me disait « Est-ce que je suis un monstre ?» On a besoin de pleurer. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on a besoin de ne pas laisser son corps pourrir par terre, on a besoin de faire un rituel du deuil, et on ne pourra pas, je crois, désinvestir, ça restera dans notre mémoire, mais ce qui fait que le travail de trépas qui se passe maintenant est compensé soit par une honte de se sentir mieux, donc on rejoint ce que je proposais tout à l'heure, donc comportement, j'ai honte d'être heureuse quand ma mère est morte, je suis un monstre, donc je me punis. Et la punition n'est pas toujours consciente. Et cette libération inavouable s'accompagne d'un deuil pathologique qu'on voit de plus en plus souvent, c'est les hallucinations de deuil. Quand j'ai commencé à pratiquer, on en voyait peu, et quand j'ai terminé, on en voyait beaucoup, parce que les gens avaient vécu, ils étaient avec un proche hyper présent. Un proche faible, c'est quelqu'un d'hyper présent, puisqu'elle n'est pas autonome. Donc elle est toujours là, il faut toujours penser à lui, penser à elle, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'occuper, comment je vais le lâcher. C'est-à-dire que c'est une hyper empreinte dans la mémoire biologique. Et quand elle meurt, cette empreinte revient comme une hallucination de deuil. Vous entendez ? Je l'entends respirer. Il va rentrer. Mais enfin, maman, il peut pas rentrer. Il est mort. Si, je l'entends. C'est des choses, c'est les nouveaux deuils qui se font maintenant. C'est-à-dire que ces hallucinations de deuil ne peuvent se compenser qu'avec des albums de photos, avec des écritures, et avec de nouveaux rituels à inventer. Et ce nouveau contexte de technologie
D'urbanisme, c'est plus le village maintenant, c'est la mégapole où plus on s'éloigne du centre de la ville, plus la structure sociale devient anomique. Anomique, ça veut dire sans structure affective, naturelle ou culturelle. Et quand il n'y a pas de structure, il y a la violence. Si vous ne me croyez pas, lisez le livre de Camille Kouchner, Familia Grande, où vous verrez, c'est très bien écrit par une fille élégante et intelligente, où elle raconte comment, quand il n'y a plus de structure, quand il n'y a plus d'interdit, quand il n'y a plus de structure de parenté, ça donne la parole à l'impulsion, à la violence. Alors, donc on est contraint, et dans cet nouvel urbanisme, on voit apparaître un nouvel ethos. C'est-à-dire que la mort n'a plus du tout la même signification. Et l'aidant, alors ça c'est à discuter. Est-ce que l'aidant est un tuteur de résilience, reprise d'un nouveau développement, ou est-ce que l'aidant est un facteur de protection? Là, je ne sais pas, il faudrait qu'on en parle entre nous. Si on emploie le mot résilience, ça veut dire qu'il y a la reprise d'un nouveau développement. Alors, pour les encéphalopathies, incontestablement, il y a une reprise de développement. Là, on peut employer le mot résilience. Pour les infirmes moteurs cérébraux, on peut développer, circuiter tout le reste du cerveau qui fonctionne bien. Donc, on peut employer le mot résilience. Mais pour les âgés, est-ce que le mot résilience est pertinent? Est-ce qu'il y a une reprise de nouveau développement? Ou est-ce que c'est un facteur de protection qui permet aux âgés d'Alzheimer ou cancéreux d'être moins malheureux, de moins souffrir, et à nous de garder notre dignité, et à eux de leur rendre leur dignité au moment où ils sont en train de mourir? Alors je pense qu'on peut parler de facteur de protection pour eux et pour nous. Est-ce qu'on peut parler de facteur de résilience? Je ne sais pas, c'est à débattre, je ne sais pas. Alors ces nouvelles solidarités vont se développer. L'aidant en plus devient une génération pivot, c'est-à-dire qu'il est comme dans un sandwich, il est coincé entre le poids des âgés et le poids des jeunes. Le poids des âgés qui est de plus en plus lourd, le poids des jeunes qui est de plus en plus lourd aussi, puisque l'autonomie est de plus en plus précoce. Les enfants, surtout les filles, accèdent très tôt à l'autonomie. Je sais quelles sont mes valeurs. Les garçons ont 2 ans de retard à 12 ans. Et au moment du bac, ils ont un gros retard, parce qu'au moment du bac, à 16-18 ans, une fille est une jeune femme, une jeune adulte en place, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle aime pas. Elle se débrouille très bien, alors qu'un garçon de 16-18 ans n'attache d'importance qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. Donc, est-ce qu'il faut refaire un village? Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de faire un nouvel urbanisme dans le centre des villes de plus en plus déshabitées. Et les gens âgés vivent dans ce centre des villes. Il y a un épicier à côté, c'est le médecin du quartier, c'est les infirmières du quartier. Ça permet d'éviter les grandes institutions et ça permet d'être moins lourd aussi pour les enfants qui ont entre 40 et 60 ans, qui sont la génération sandwich entre les âgés très lourds et les enfants très lourds aussi. Donc je pense que ce répit fait partie de la santé, la nécessité de développer, c'est-à-dire fait partie de la santé des aidants, sinon ils ne viendront pas, et il y aura de plus en plus de burn-out chez les aidants, comme il y a de plus en plus de burn-out chez les médecins et chez les infirmières, chez les soignants. Donc on peut prédire à coup sûr que c'est ce qui va se passer s'il n'y a pas de répit. Donc il est nécessaire d'inventer, de trouver des idées, on en a proposé ce matin, pour inventer des rythmes naturels qui permettent le répit, et un aidant en bonne santé aide mieux qu'un aidant qui déprime. Alors pour ça, il faudra que la culture, que l'État, que les décisions politiques interviennent, et interviennent aussi pour sécuriser les aidants. Parce qu'un aidant sécurisé devient sécurisant pour la personne qui l'aide. Donc voilà les 2-3 idées que je voulais vous proposer. Je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour, Sophie Bois de l'association Jamal Grenoble. Vous avez dit que quand on est bébé, on apprend une langue en 10 mois, mais quand on va dans un pays étranger pour les études, par exemple, et que pendant 3 mois, on est complètement immergé et qu'on n'a pas d'autres moyens pour réussir à communiquer que d'apprendre la langue, on arrive quand même à se débrouiller. Donc je me demande si on passait 10 mois dans ce pays complètement immergé, on apprendrait sûrement la langue peut-être comme un bébé, même si on est étudiant et donc beaucoup plus âgé. Je n'ai pas compris. Oui, comme ça c'est mieux. Oui, vous avez dit que quand on est bébé, on apprend une langue en 10 mois, et quand on est étudiant et quand on va dans un pays étranger, en 3 mois on arrive à se débrouiller quand on est bien immergé et qu'on n'a pas d'autres moyens pour communiquer. Et je me demande si on passait 10 mois, on arriverait sûrement à bien apprendre la langue. Donc je ne vois pas de limitation pour apprendre, même quand on est plus âgé. Et j'aurais aussi une autre question par rapport au fait d'être aidant. Moi, je me suis aperçue que j'étais aidante que depuis très peu de temps, parce que j'en entends de plus en plus parler, parce que j'ai vu ce congrès aussi. Et en fait, je ne m'apercevais pas, mais je faisais ça, quoi. Et je n'ai pas vécu comme un choix de me dire est-ce que j'aide ou est-ce que j'aide pas. Bon, c'est mon fils aussi. Et j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de naturel. Je n'avais pas le choix, en fait. Oui, merci pour votre question. Alors, les apprentissages dépendent de l'état de développement du cerveau. Lorsqu'un bébé apprend à une vitesse folle, parce que son cerveau se développe à une vitesse folle. Alors les chiffres varient entre 300 000 synapses à la minute, ou j'ai entendu Stanislas Dehaene dire il n'y a pas longtemps, 1 million de synapses à la minute. Je ne sais pas comment ils ont fait pour compter, mais je crois qu'on peut accepter l'idée, très beaucoup de synapses à la minute. Alors ça, je crois qu'on peut accepter. Donc ça veut dire que le cerveau bouillonne. Et c'est pour ça qu'on a une amnésie des petites années. Parce que le cerveau n'est pas stable. Il dépend énormément de ce qui est autour du bébé. Alors, d'où le rapport qu'on a remis au président Macron, qu'il faut que pendant les petites années, jusqu'à l'entrée en maternelle, pendant la grossesse, puisqu'on sait maintenant que le cerveau se développe pendant la grossesse et qu'il est déjà sensible aux émotions de la mère, et que la mère est déjà sensible à des émotions qui dépendent de sa relation, de son couple, de sa famille, de sa culture. Donc, je souligne ça volontairement. Si un enfant a des difficultés, ce n'est pas de la faute de la mère, c'est de la faute au malheur de la mère, qui peuvent être la précarité sociale, comme on l'a dit ce matin, la guerre, comme certains pays sont en train de le vivre, ou la violence conjugale. Parce que l'hyperdensité des mégapoles est un facteur de violence. Tous les mécanismes régulateurs n'existent plus. Et d'ailleurs, la première chose, quand il y a eu le confinement, 48 heures après, le 118 était débordé. Et il a fallu que Taquet ajoute le 119, une ligne supplémentaire. Le 118, c'était pour appeler au secours en cas de violence conjugale. C'est-à-dire que 48 heures après, parce que l'hyperdensité est un facteur de violence, il faut souffler, il faut avoir un répit, être avec et se séparer. Il y a un rythme, le jour, la nuit, la rencontre, le plaisir. C'est un activateur d'attachement aussi. Les enfants abandonnés, on sait ce que ça donne, c'est l'atrophie cérébrale, c'est l'arrêt de tous les développements. Un enfant étouffé tout le temps, c'est pas un bon développement non plus. Il faut un répit, il faut, que ce soit pour les mères ou pour les aidants, il faut un répit, il faut être là, ne pas être là, c'est le rythme naturel. Et à ce moment-là, une mère en bonne santé, costaud, aidera l'enfant mieux qu'une mère usée ou une mère déprimée. Alors, je pense que les apprentissages ne sont pas les mêmes, et en fonction du cerveau, de l'état de développement du cerveau. Lorsque j'ai travaillé en Roumanie, pratiquement tous les enfants à qui on a fait un scanner, on n'a pas fait beaucoup de scanners, mais pratiquement tous avaient une énorme atrophie cérébrale. J'ai travaillé avec Violeta Stan et Șerban Ionescu qui venaient travailler à Paris avec nous.
les enfants qui ont été entourés ont déclenché un processus de résilience, c'est-à-dire qu'on a vu qu'ils apprenaient plus lentement et plus difficilement ce qu'ils auraient appris à toute allure au cours de la 3e année. Ils pouvaient encore l'apprendre, mais c'était plus laborieux, c'était plus difficile. Il fallait travailler plus, quoi. Le cerveau était plus stable, donc il fallait travailler plus. Ça reste... chez les âgés, il faut reconnaître que le bouillonnement cérébral ne s'améliore pas. Avec l'âge, ça bouillonne moins. Mais là où on était bon, on reste bon et on peut continuer à progresser. Donc nos apprentissages dépendent de l'état de construction de notre cerveau. Et en plus, une fois que ce cerveau est construit, sculpté par le milieu, donc on peut agir sur le milieu qui agit sur notre cerveau. Donc quand notre cerveau a été sculpté par le milieu, il voit, il sélectionne, il perçoit avec facilité un type d'information et il perçoit difficilement un autre type d'information. Ce qui veut dire que la sculpture cérébrale donne à voir un type de monde. Donc le monde qu'on voit, c'est pas le monde qui est. Le monde qu'on voit, c'est la réalité, c'est pas le réel. Le monde qu'on voit, c'est le monde qu'on construit avec notre cerveau, lui-même sculpté par nos interactions affectives et socio-culturelles. Donc tout ça pour répondre à votre question de manière encore plus embrouillée. Du coup, j'ai encore une autre question. C'est plus sur le deuil dont vous avez parlé un petit peu. Moi, je suis responsable de l'équipe Écoute Deuil à Jalmal. Et donc, je reçois des personnes en groupe pour qu'elles puissent partager et essayer de trouver leur chemin sur le deuil. Et vous disiez qu'il y avait peut-être plus de désinvestissement comme avant. Et en fait, je dirais ça dépend beaucoup des personnes. Voilà, ça dépend de chacun. Et c'est vrai que les rituels qui ont été absents pendant la pandémie, c'est pas ressorti très fort dans nos groupes. Vraiment, le choc du deuil est tellement important que ça passe au second plan. Et ça ressort dans un deuxième temps, quand ça fait longtemps que les personnes sont en groupe, elles commencent à en parler. Mais le premier choc, c'est vraiment le deuil. Oui, absolument. Alors là, merci pour votre question. C'est que, effectivement, on ne peut pas faire un rituel du deuil tout seul. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des copains, qu'on pleure, qu'on dise, qu'on parle, qu'on ait des rituels religieux, ou qu'on ait. Il faut qu'on fasse une cérémonie. On ne peut pas. Si on est seul avec le mort, là, on a de fortes chances de faire un deuil pathologique, comme je l'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire avoir honte, se punir ou avoir des hallucinations de deuil qui sont de plus en plus fréquentes. Et qui d'ailleurs, on ne les soigne pas avec des médicaments, on les soigne avec de la relation. En parlant, comme vous l'avez dit, dans un groupe, si les gens peuvent parler dans un groupe et raconter leur chagrin, ben oui, on pleure, évidemment on pleure. On a une déchirure. Et si on peut raconter son chagrin, comme je l'ai proposé tout à l'heure, on change la mémoire, c'est-à-dire qu'on ajoute la mémoire à la mémoire du fait, on remanie en ajoutant la mémoire des mots qui ont raconté le fait. Donc il y a la mémoire du fait et remaniée par la parole, remaniée par les récits. D'où la nécessité de faire des groupes. Groupes, soit pour le rituel du deuil, il faut qu'on soit ensemble et qu'on pleure ensemble, ou même qu'on fasse la fête ensemble, comme le font les Africains, et comme c'est en train d'apparaître en Europe. C'est-à-dire, parce que si on ne fait pas de rituel, elle n'est pas vraiment morte, ou j'ai honte, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et dans ce cas-là, c'est des comportements autopunitifs qui abîment une vie de manière très importante. Donc le groupe, le rituel du deuil ne peut se faire qu'en groupe. Ensuite, on voit beaucoup de gens seuls qui retournent sur la tombe du défunt et qui lui parlent.
Mais ils y vont seuls pour refaire un rituel d'intimité, mais après que le groupe ait reconnu la mort du défunt et fait ce qu'il fallait faire pour rendre sa dignité. On ne peut pas laisser son corps pourrir par terre. Mais ensuite, on peut penser, alors on voit les photos. Par exemple, beaucoup de gens qui perdent des enfants mettent leurs photos partout. Parce que ça leur permet de penser à l'enfant et même de lui parler. Ça peut durer des années. Donc ça veut dire que on est obligé de faire un rituel de groupe, comme vous l'avez dit, pour parler. Alors on peut parler, raconter nos chagrins, raconter nos points forts, bavarder même, ça suffit. Dans beaucoup de rituels du deuil, auxquels j'arrive à l'âge où il y en a de plus en plus, dans ces rituels du deuil, il y a le chagrin, le vrai chagrin, la déchirure de la perte, et il y a en même temps le bonheur de voir les enfants de la cousine Berthe qu'on n'avait pas vus depuis 5 ou 6 ans. Et on a en même temps un vrai chagrin et un vrai plaisir, en même temps. Voilà, c'est notre nouvelle culture. Bonjour, Sophie Ferreira-Le-Morvan, déléguée générale de la Fondation April et aussi maman d'un jeune de 20 ans en situation de handicap mental profond. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la culpabilité de ne pas aider. Et je me pose simplement une question. Pourquoi nous renvoie-t-on justement à cette culpabilité quand on voudrait s'offrir la possibilité, de manière ponctuelle ou pérenne, de ne pas aider? Alors merci 1000 fois pour votre question, parce que je fais partie d'une génération où les scientifiques devaient ne pas partager leur savoir parce que c'était considéré comme méprisable. Quoi, tu passes à la radio, c'est pas bien. Or maintenant, on sait que si on ne fait pas ça, on laisse émerger les fantasmes. Il y a eu le fantasme des familles toxiques. Hein, on a dû apprendre ça. Il y a eu le fantasme très coupable des mères responsables de la psychose de leur enfant. Ça a existé, ça. Donc, parce qu'on n'entrait pas dans la culture. Et je pense que comme inévitablement la culture, l'organisation sociale participe à la souffrance des personnes, que ce soit une encéphalopathie, que ce soit une schizophrénie, que ce soit une dépression, parce que la dépression, c'est quand même l'angoisse fait partie de la condition humaine, puisqu'on est capable d'anticiper jusqu'à la mort, et on est même capable d'anticiper jusqu'à l'au-delà. Donc, on est capable de se faire une représentation du vide, de l'invisible. C'est parfait pour déclencher l'angoisse, comme nous, quand on est en montagne, quand on se met au bord d'un ravin. On a un vertige anxieux. Eh bien là, comme on est capable de parole, on est capable de spiritualité, on est capable d'angoisse en même temps. Mais si on n'entre pas dans la culture, on laisse les gens se dominer par leurs fantasmes. Si cet enfant se développe mal, c'est à cause de sa mère. S'il est schizophrène, c'est à cause de sa mère. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté en disant que les femmes sont inévitables. Hein. Chaque fois qu'un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. C'est-à-dire... Là, il n'y a pas la parité. Hein. Donc ça veut dire que on a un contrat social. Les scientifiques, les praticiens, c'est une forme de savoir, comme ça a été dit ce matin, c'est ce que j'appelle le savoir des laboureurs. Ils ont les pieds sur terre, ils ont un savoir qui n'est pas le savoir des laboratoires, qui n'est pas le savoir des bibliothèques, qui est respectable, qui est utile, mais ce n'est pas le même savoir. C'est pour ça d'ailleurs que l'UNAFAM, qui était critiquée au début, on disait mais il ne faut pas, c'est nous qui avons le diplôme, donc c'est nous qui avons le savoir. Et on disait, on était très peu nombreux à dire mais les familles ont un autre savoir. Et maintenant que l'UNAFAM travaille avec les soignants, et l'UNAFAM, on constate qu'on donne 2 fois moins de médicaments, il y a 2 fois moins de rechutes et qu'il y a une nette amélioration des psychotiques. Parce qu'on travaille avec, on associe les 2 formes de savoir. Donc je pense que nous, praticiens ou chercheurs ou universitaires, ou
n'importe qui acquiert le savoir du laboureur, le savoir sur le terrain, eh bien je pense que ces gens-là sont tenus, comme l'a posé votre question, madame, tout à l'heure, on est tenu d'en parler en public pour partager ce savoir de façon à ne pas chercher, provoquer le mécanisme du bouc émissaire, c'est la mère qui est responsable. Ah mais non, pas du tout, c'est l'étranger. Ah mais pas du tout, c'est l'arabe. Ah mais pas du tout, c'est le juif. Donc on a fonctionné comme ça pendant des millénaires. Donc je pense que maintenant, il faut apprendre à fonctionner autrement. On a tous des savoirs différents à partager. Je vais poser la dernière question. Tu as évoqué tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup touché, cette idée autour de la question de l'intimité. J'ai la sensation, quand j'entends les aidants, qu'il y a quelque chose qui est tellement centré sur l'autre que dans un essai de compréhension, d'accompagnement, de perception de ce qu'est l'autre, qu'il y a une forme de rupture d'intimité justement avec soi, de ce décentrage qui fait qu'on existe largement par rapport à justement ce regard sur l'autre et cette création de l'intimité avec l'autre. Et là, c'est vraiment une question très très ouverte. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait imaginer la création de rituels d'intimité dans cette période d'accompagnement, mais de rituels d'intimité avec soi? Comment recréer quelque chose où on se retrouve soi dans des rituels d'intimité? Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense beaucoup de bien. C'est-à-dire que dans un groupe où tu participais, on avait, avec Antoine Lejeune, soulevé ce problème quand Claire Maury-Rouen, du CNRS, travaillait avec nous, et on avait parlé de la pathologie de l'empathie. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est-à-dire que l'empathie, les aidants sont en pleine empathie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent... Il y a cette contrainte et ce plaisir à aider, très coûteux. C'est coûteux, c'est fatigant, mais c'est une contrainte et c'est en même temps le plaisir de bien avoir fait son boulot de père, de mère, de fils, de fille, nécessite l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde de l'autre. Or, beaucoup d'aidants se dépersonnalisent par des excès d'empathie. Ce qui compte, c'est l'autre. Et non, ce qui compte, si vous voulez aider l'autre, il faut que vous soyez sécurisant pour sécuriser l'autre. Et pour que vous soyez sécurisant, il faut que de temps en temps, vous lâchiez le pied et que vous vous occupiez. Il y a donc un rythme à trouver, d'où l'importance de ce que vous appelez le répit. Il y a un rythme à trouver, parce que si on ne s'occupe pas de l'autre, c'est ce que font les pervers. Hein, la définition du pervers, c'est la seule loi qui compte, c'est celle de mon plaisir. Voilà, ça c'est le pervers. L'autre n'existe pas. L'autre n'est parfois un petit peu l'objet de mon plaisir, mais ce n'est pas un autre véritable. Voilà, les pervers raisonnent comme ça. Et les mélancoliques, et il y a beaucoup d'aidants qui ont cette aptitude à l'excès d'empathie. Je me sens coupable si je m'occupe de moi, donc je vais complètement me consacrer à l'autre. Et si je me consacre complètement à l'autre, je me dépersonnalise. Je me noie dans l'autre, je me perds dans l'autre. C'est la définition du mélancolique. Lévinas, le philosophe qui était mélancolique, dit « seul contre l'image de l'autre ». Eh bien, il était mélancolique. Lui ne comptait pas. Eh bien non. Dans ce qu'on a travaillé depuis ce matin, l'autre, bien sûr, compte. C'est pour ça qu'il y a des aidants. Mais pour que ces aidants puissent aider, il faut que de temps en temps, ils comptent aussi. Donc il faut qu'il y ait un rythme, l'autre, et puis moi, et puis de façon à être mieux pour l'autre. Donc c'est ce qu'on avait travaillé avec Lejeune et Maury-Rouen.